Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un cours de physiologie sexuelle et particulièrement la fonction génitale femelle. Donc, grand 1, anatomie de l'appareil génital femelle. Petit a, introduction. Il existe 3 modes de reproduction dans le règne animal, qui sont l'oviparité, oiseau, poisson, donc ponte d'un œuf fécondé, comme la poule avec fécondation interne, ou d'ovocyte, comme le poisson, fécondation externe, par dépôt de semences sur les œufs. Dans tous les cas, l'œuf est autonome et se développe tout seul, sans aide de la mère ou du père. Les petits sont autonomes presque tout de suite. Viviparité, la fécondation et le développement sont internes. Le développement se fait dans une matrice, à savoir l'utérus. Il n'est donc pas du tout autonome et dépend des apports nutritifs de la mère. Les petits sont très dépendants de leur mère à leur naissance. Ovoviviparité. Il y a une ponte et une éclosion dans l'organisme maternel, mais il n'y a pas d'échange de matériel entre la mère et le petit. Le petit est indépendant dans le ventre. Ce mode existe chez certains poissons. Le requin, par exemple. Les principaux rôles de l'appareil génital femelle sont la production de gamètes et d'hormones sexuelles. Chez les vivipares, tels que les mammifères, c'est le lieu où se font la fécondation et la gestation, ou parturition. Cet appareil est relié par des ligaments suspenseurs, mésovarium, mésosalpinx et mésométrium, qui se fixe à l'abdomen. Remarque, on devrait parler de l'appareil urogénital, car le système urinaire, lui, est très lié. Les ovaires, il en existe 2. Ils ont comme fonction la production des gamètes exocrines et la production d'hormones sexuelles. Rôle endocrine. Là, on peut parler par exemple de la progestérone et d'autres hormones en fait. Les hormones qui sont faites par les ovaires sont des hormones stéroïdes, œstradiol, progestérone, comme je le disais, faites à partir de stérol. Il existe aussi des hormones peptidiques qui sont codées par le génome de type LH et FSH. Un ovaire est composé de 2 zones. Une zone centrale qu'on appelle la médulla, où vont se faire les échanges entre le reste de l'organisme et les ovaires. En périphérie, on a le cortex
et c'est ici que siège l'activité folliculaire que l'on verra par la suite. Deux processus importants vont s'y dérouler. L'ovogénèse par la multiplication des ovogonies, formation des ovocytes par méiose, la folliculogénèse par multiplication des cellules somatiques qui entourent l'ovocyte dès l'entrée en méiose. Il faut savoir que l'ovaire est un tissu très dynamique. Il connaît des remaniements avant même la naissance. Il en connaîtra jusqu'à la ménopause. Les oviductes, ils ont le site de la fécondation. Ils sont le site de la fécondation. C'est donc là le lieu de rencontre entre les gamètes mâles et celles femelles. Et il est sous forme de tube constitué d'une muqueuse avec une lumière. La muqueuse tapisse la lumière et il y a une zone sous-mucosale où se trouvent les vaisseaux sanguins. La musculeuse est faite de deux couches de tissu, une couche de muscles circulaires et une couche de muscles longitudinales. Ceci est entouré d'une séreuse qui est un tissu conjonctif faisant office de gaine élastique. Ces organes tubulaires sont contournés. Ils ne sont pas droits et sont relativement longs. Il n'y a pas de relation anatomique entre l'ovaire et les oviductes. Un oviducte, trompe de Fallope, est fait de plusieurs parties. Tout d'abord, les pavillons qui connectent les gamètes ovulés. Il s'agit d'un tissu très fin où l'ovocyte va venir pour être collecté. L'ampoule, qui est le site de la fécondation, est dans la partie postérieure. L'isthme, la jonction utéro-tubulaire. L'oviducte sécrète un fluide qui bouge grâce à des cellules ciliées. Ceci permet de déplacer l'ovule fécondé pour permettre la nidification. Cette étape fait partie du développement précoce qui prend fin une fois que le blastocyte est nidifié. C'est à partir de ce moment que l'embryon commence à être dépendant de la mère, car jusqu'alors, il pouvait évoluer sans apport de la mère. C'est pourquoi il est impossible de faire de la fécondation in vitro. L'utérus est le lieu de la gestation. C'est ici que se nidifie l'embryon. Précoce, arrivant au stade blastocyte pour finir son développement. Son anatomie est très variable suivant les espèces.
Il existe par exemple des utérus duplex ayant deux cols de l'utérus et deux cornes utérines. Cependant, même en duplex, il n'y a qu'un vagin. Des utérus bicornés, donc avec deux cornes, mais un col de l'utérus, chez la chatte par exemple. L'utérus simple qui est plutôt spécifique des primates, il n'y a pas de cornes avec un seul orifice. Il est constitué de une muqueuse qui va constituer l'endomètre où se mettra l'embryon précoce. Cet endomètre subira beaucoup de changements au cours du cycle menstruel. Je crois que c'est même lui qui va se survasculariser et finir par se désagréger en période de menstruation. Une vascularisation importante, un myomètre entourant l'endomètre qui va être très régulé pendant la gestation et durant la gestation. Et l'accouchement. Ces cellules musculaires vont être régulées pour ne surtout pas se contracter durant la gestation et pour pouvoir beaucoup se contracter lors de l'accouchement. Oui, normal, puisque lors de la gestation, si ça se contracte, il y aura perte des os, voire fausse couche. Une séreuse entourant le myomètre. L'endométriose est une pathologie qui fait que l'endomètre ne se différencie pas dans l'utérus mais en dehors. Cette maladie pourrait être provoquée par des perturbateurs endocriniens. Le tissu utérin possède des zones faites pour la nidification que l'on appelle des caroncules. Ils sont variables au nombre de S. Chez le chevreuil à 96, chez la girafe. On peut en voir une photo ci-dessous. Le col de l'utérus est aussi appelé cervix. Il fait la fonction entre l'utérus, la jonction entre l'utérus et le vagin. Il protège l'utérus de ce qui peut se passer dans le vagin. Le cervix a une longueur de 4 à 10 cm. Il est composé de paliers rendant le chemin des spermatozoïdes un peu tortueux, ce qui permet la sélection entre les spermatozoïdes et pourquoi ils sont si peu nombreux à atterrir à l'objectif final. Le vagin est fait de deux parties,
Le vagin crânial plus antérieur étant fait de cellules épithéliales qui vont entre autres sécréter le fluide vaginal. Le vagin caudal fait d'un épithélium squameux analogue de la peau et qui n'a pas de fonction sécrétrice. Les glandes vestibulaires dites de Bartholin, Bartholin, les glandes sécrètent de la cyprine qui permet entre autres la lubrification de ce conduit. Les organes génitaux externes est composé de la vulve, composé des lèvres et de l'entrée du vagin. L'exemple différent, la poule, chez cette espèce, il y a une corne utérine qui n'est développée et qui est fonctionnelle. Autrement, on retrouve aussi le vagin et l'utérus. Point suivant, la vue globale, l'ovogénèse en numéro 2 à la vue globale. L'ovogénèse se déroule dans l'ovaire. Il s'agit du processus de formation et de maturation du gamète femelle. On appelle le gamète maturé un gamète apte à devenir un embryon après fécondation. L'ovogénèse est indissociable de la méiose après division mitotique de cellules souches. Après réception d'un signal, la cellule souche sort de son état de souche pour donner la cellule différenciée. Dans l'ovogénèse, on parle de cette cellule entre cellules souches et cellules entrant en méiose. L'ovogonie. C'est cette cellule qui va entrer en méiose pour donner l'ovocyte. On l'appelle aussi ainsi dès que l'ovogonie entre en méiose. Au début, il s'agit donc de la même cellule. À la fin de la première division de méiose, avec expulsion du premier globule polaire, il devient ovocyte 2. Pour qu'il ait fini sa méiose, il faut qu'un spermatozoïde le féconde, permettant ainsi l'expulsion du deuxième globule polaire. Remarque, le zygote est la phase avant que les génomes parentaux fusionnent. Cette ovogénèse débute pendant la vie fœtale et reprend à la puberté à la suite d'un pic de LH, hormone lutéinisante. Comparaison de la spermatogénèse
Les processus de division sont les mêmes, la phase de multiplication est tous assez semblable. En revanche, production non continue chez l'homme, chez la femme, alors qu'elle est chez le mâle. Elle est continue chez le mâle, elle est discontinue chez la femme. La durée du cycle varie beaucoup entre les deux sexes. La méiose est particulièrement longue, plusieurs années, puisqu'il débute lors de sa vie fœtale, alors que chez les mâles, cela est bien plus court, quelques jours à quelques semaines. Le volume augmente de beaucoup chez la femelle, alors que chez le mâle, le gamète est tout petit et diminue même un peu puisqu'il perd son cytoplasme. La division chez les mâles est symétrique, donne 4 spermatozoïdes à partir d'une cellule souche, alors qu'elle est asymétrique chez la femelle, donne un gamète à partir d'une cellule souche et les autres formés étant le GP. Il y a présence d'un stock chez la femelle alors que chez le mâle, il y a renouvellement en permanence. Du fait de ces différences entre les deux sexes, on parle de reproduction anisogame. Ane suppressif, iso même, gamme. Voilà, gamète, reproduction ensemble. Donc, différence entre les gamètes ou les systèmes reproducteurs. Il faudrait particulièrement voir les schémas car ils sont très importants. Je vous mettrai en lien le cours qui a été mis en ligne par monsieur Anthony Lafarge ou Lafargue. Je verrai tout à l'heure. Mais bon, merci à celui-ci de nous apporter les documents. C'est l'ovocyte 1. Il s'agit d'une grosse cellule qui en possède beaucoup d'ADN et de protéines. Elle est d'ailleurs plus grosse que le spermatozoïde. Terriblement plus grosse. Cela est dû à la présence de cellules somatiques qui envoient tout cela à l'ovocyte. Cette cellule est comprise dans un complexe de le follicule qui comprend la corona radiata et des cellules folliculeuses ayant des prolongements pour déverser des choses dans le cytoplasme de l'ovocyte 1. À partir de ce stade, la folliculogénèse va pouvoir commencer et va permettre l'accroissement du follicule ovocyte plus cellules folliculaires. 3. La folliculogénèse. Petit a, la croissance folliculaire. Il s'agit de la succession
des différentes étapes du développement du follicule depuis le moment où il sort de la réserve jusqu'à la rupture au moment de l'ovulation ou de son involution. Si celui-ci n'est pas expulsé, il va alors être digéré par l'ovocyte. Nous avons dans l'ordre follicule primordial ovocyte 1 plus quelques cellules folliculeuses somatiques. Follicule primaire ovocyte 1 plus une réelle couche de cellules folliculeuses sous forme de cube, plus membrane basale, plus du tissu conjonctif interstitiel. Il y a des pots de vitellus, ce qui augmente la taille de l'ovocyte. Follicule secondaire jeune, ovocyte 1, plusieurs couches de cellules folliculeuses appelées alors la granulosa, membrane entourant le follicule, dit membrane de Slavjanski, Slavjanski. Follicule secondaire âgé, préentral, ovocyte granulosa, antrum, membrane de Slavjanski. Un autre ensemble de cellules folliculaires, dites la TEC, follicule tertiaire à antrum. Enfin, le follicule tertiaire est dit follicule à antrum. Follicule de Graaff, donc follicule préovulaire, ovocyte 1, corona radiata, granulosa, membrane de Slavjanski, qui est imperméable, plus cumulus oophorus, étant l'ovocyte en contact avec les cellules folliculeuses. Folliculaires qui lui sont voisines, plus avec un antrum à son volume maximum. Étape juste avant l'expulsion de l'ovocyte. À ce stade, on a production de stradiol par les cellules de la TEC interne. Ceci va pouvoir réguler le pic d'hormones lutéinisantes indispensables à l'ovulation, la TEC externe ayant un rôle plus contractile pour expulser le cumulus oophorus en dehors de l'ovaire. Corps jaune une fois l'ovocyte expulsé, corps albicans. On imagine facilement qu'il y a de très grandes différences
de taille et de morphologie, 15 à 20 micromètres au début, 1 millimètre, donc beaucoup, environ 1000 points de différence, étant de 50 millions de cellules entre les premières et les dernières phases. Remarque, un follicule atrétique est un follicule qui n'arrive pas à terme. Chez pratiquement toutes les espèces, la formation des follicules primordiaux se fait bien avant la naissance, à l'exception des lapins où le début de la méiose commence juste après la naissance. B. L'atrésie.